Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant la standardisation des qualités de soins au Rwanda. Je m'appelle Randy Wilson, je travaille avec MSH depuis trop longtemps, bientôt 29 ans, et actuellement je suis conseiller principal pour le suivi et évaluation, recherche et exploitation de données au sein du projet Rwanda Health System Strengthening. Avant de commencer, je voudrais vous orienter un peu au processus et aux outils à notre disposition pour ce webinaire. Cette présentation va durer à peu près 30 minutes, suivie d'une période dédiée à vos questions. Veuillez utiliser la fenêtre Q&A que vous devrez voir sur votre écran de webinaire pour poser vos questions tout au long de la présentation. À la fin, je vais en choisir autant que possible et nous allons répondre à travers ce webinaire. On a un petit panneau qu'on a créé ici avec 3 personnes qui vont nous aider à répondre à vos questions. Avant de passer la parole à notre présentateur, je voudrais fournir un peu de contexte à ce séminaire. Ce séminaire, ça fait partie d'une série concernant la qualité des soins pour atteindre les soins de santé universelle ou bien Universal Healthcare. Le premier de cette série a couvert la qualité des soins dans des états fragiles à travers l'expérience de MSH aux République démocratique du Congo. MSH considère la qualité des soins comme un pilier essentiel pour atteindre la couverture universelle en santé pour les femmes, les enfants et les adolescents. Cette série de webinaires vise à 2 objectifs. D'abord, de partager les résultats et les leçons apprises des interventions de MSH concernant la qualité. Ensuite, de commencer la discussion sur le renforcement des initiatives de qualité des soins qui font une partie essentielle du renforcement des systèmes de santé en général. L'approche d'MSH est basée sur la définition de qualité de l'OMS, ce qui définit la qualité des soins comme la mesure dans laquelle les services de santé offerts aux individus et aux malades améliorent les résultats de santé attendus. Donc, ce n'est pas seulement l'offre, mais c'est aussi le résultat qui compte. Et comme vous voyez dans le graphique, il y a beaucoup de dimensions à la qualité des soins. Ils doivent être efficaces, par exemple, centrés sur le patient, équitablement distribués et sûrs. Ça veut dire que les services ne devraient jamais nuire à la santé des individus. Dans notre approche, nous avons 6 objectifs, 6 éléments très importants. Une, c'est d'insister sur le renforcement du leadership pour l'amélioration de qualité. Et vous allez voir aussi dans notre présentation l'importance de cet aspect. On doit aussi s'assurer que les travailleurs, ceux qui œuvrent dans les centres de santé, les hôpitaux, soient adéquatement appuyés. Ils ont des ressources pour faire leur travail d'une manière efficace. Bien sûr, ils doivent également avoir les capacités pour mettre en œuvre et utiliser l'équipement, le matériel mis à leur disposition. Ensuite, l'approche se penche beaucoup sur les données. Améliorer la qualité doit être quelque chose qui est mesurable et mesuré de manière routine.
Un autre aspect important et de plus en plus important au Rwanda, c'est de renforcer les services de santé privés. Dans beaucoup de pays en Afrique et partout ailleurs, le secteur privé devient de plus en plus important. Donc, il ne faut pas les obliger dans ce parcours d'atteindre des services de qualité. Et finalement, en dernier lieu, c'est très important de faire le plaidoyer pour que les politiques et les lignes directrices sont bien établies et formées au niveau global, national et périphérique qui soutient tous les efforts de tout le monde pour améliorer la qualité. Maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter mon collègue Pierre Dongier. Dr. Pierre est conseiller technique principal en leadership et gouvernance pour notre Rwanda Health System Strengthening projet. Je lui transfère le micro et elle va commencer tout de suite. Merci Randy et bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de notre projet Health System Strengthening pour le Rwanda. C'est un projet qui est financé par USAID et qui a commencé fin 2014 et qui va se terminer l'année prochaine en 2019. C'est un projet, comme son nom l'indique, qui vise à renforcer la collaboration entre tous les partenaires de tous les niveaux du système de santé pour améliorer l'accès universel et équitable à des soins de santé de qualité. Et c'est un projet qui est assez large, c'est-à-dire qu'il utilise plusieurs composantes, en particulier le financement pour la santé, leadership and governance, l'amélioration de la qualité, qui est la composante dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, les données pour la prise de décision et finalement l'engagement du secteur privé. Alors, la marche pour l'accès aux soins de santé universels se base pour notre projet sur trois grandes approches. D'abord, l'amélioration de la population qui est atteinte à travers l'assurance santé communautaire qui, au Rwanda, couvre à peu près plus de 80% de la population. La protection financière pour réduire les dépenses directes des patients et des ménages et bien sûr l'éventail de services qui sont offerts en utilisant le financement basé sur la performance pour que les prestataires de soins donnent les meilleurs services, l'accès au financement privé et la définition du paquet de services minimum. Une idée importante que nous allons développer tout au long de cette présentation, c'est le fait que quand on parle de couverture universelle pour les soins de santé, souvent on pense d'abord à l'aspect financier, mais comme le dit Margaret Chan en 2012 à l'Assemblée mondiale de la santé, à quoi sert-il d'offrir des soins maternels et d'accoucher un grand nombre d'enfants dans les formations sanitaires si la qualité des soins est médiocre ou même dangereuse? Donc, on va insister beaucoup sur l'aspect qualité des soins comme étant un élément essentiel de la couverture universelle. Avant de rentrer dans le détail du projet, de nos interventions en qualité des soins, je voudrais juste vous allécher un peu en vous présentant quelques-uns des principaux résultats que nous avons pu avoir au cours des dernières années dans notre projet. D'abord, nous avons participé étroitement avec le ministère de la Santé à la mise en place du programme national d'accréditation pour les hôpitaux du Rwanda.
En 2013, quand ce programme-là a commencé, il y avait 5 hôpitaux qui participaient au programme et progressivement on a augmenté jusqu'à atteindre 43 hôpitaux. Donc tous les hôpitaux publics du Rwanda participent à ce programme d'accréditation. Et parmi ces 43 hôpitaux, il y en a 25 maintenant qui ont atteint le niveau 1, qui est le niveau où on vérifie que les politiques, les procédures, les protocoles de soins sont bien en place au niveau de l'hôpital. Et il y en a 4 qui ont atteint le niveau 2, qui vise à ce que non seulement les politiques et les procédures soient accessibles, mais aussi qu'elles soient appliquées régulièrement par le personnel de l'hôpital. Et finalement, un autre résultat important, c'est des résultats de santé pour les patients. On va parler de l'exemple de réduction des infections post-chirurgicales qui a fait de gros progrès pendant l'utilisation du programme. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le détail des approches que nous avons utilisées au cours de notre projet, des innovations que nous avons adoptées pour améliorer la qualité des soins. Tout d'abord, quelle était la situation avant que le programme d'accréditation soit mis en place? De façon générale, on pouvait voir que l'institutionnalisation de la qualité des soins était faible à tous les niveaux du système de santé. Il n'y avait pas de politique ni de stratégie nationale pour la gestion de la qualité des soins. Il n'y avait pas d'unité de gestion de la qualité au niveau du ministère de la Santé. Et il n'y avait pas non plus d'approche intégrée pour l'amélioration de la qualité. Il y avait des expériences pilotes, des projets qui étaient appuyés par différentes ONG, organisations, mais chacune avait son approche et donc il n'y avait pas vraiment d'harmonisation de l'approche de l'amélioration de la qualité. À partir de ce constat-là, le gouvernement du Rwanda a mobilisé tous les partenaires au développement pour développer une stratégie nationale de qualité des soins et d'accréditation qui a donné la vision du Rwanda pour la qualité des soins. Tous les Rwandais utilisent régulièrement des soins de santé de qualité qui sont accessibles, alignés sur les standards internationaux de soins et qui répondent aux besoins perçus et réels des individus. Dans cette stratégie nationale d'amélioration de la qualité des soins, le système de santé a proposé un cadre stratégique pour l'institutionnalisation de la qualité. Et on peut voir dans ce diagramme les 3 pointes du triangle qui est au centre du tableau, qui identifient les 3 principales stratégies. Donc, définir la qualité, mesurer la qualité et améliorer la qualité. On peut voir que ces 3 stratégies sont liées, c'est-à-dire que si on veut pouvoir améliorer la qualité, il faut pouvoir mesurer pour voir de quelle façon la qualité s'améliore. Et pour pouvoir la mesurer, il faut qu'elle soit définie. Et en fait, pour que la qualité soit définie, il faut qu'on sache vers quoi on veut tendre. Donc, il faut avoir une idée claire de ces objectifs. Les cercles qui entourent ce triangle identifient les principaux aspects qui font partie de l'environnement favorable à l'institutionnalisation des soins. Donc, avoir une structure qui encadre et qui gouverne l'amélioration de la qualité, des politiques, des ressources humaines et financières, des valeurs communes et un leadership important. Maintenant, voyons comment nous avons approché
ce programme d'accréditation au Rwanda. Tout d'abord, il faut créer un environnement favorable pour l'accréditation. Deuxième point important, c'est basé sur des standards de qualité. Pour choisir ces standards de qualité, on s'est inspiré des standards internationaux et on a travaillé avec Joint Commission International, JCI, qui nous a aidé à adapter ces standards internationaux à la réalité du Rwanda pour avoir des standards vraiment adaptés. Par la suite, nous avons travaillé avec nos partenaires pour développer les processus et les outils pour pouvoir mesurer progressivement la qualité des soins. Nous avons formé toutes les ressources humaines qui sont directement impliquées dans l'amélioration de la qualité, donc les évaluateurs, les facilitateurs et les équipes au sein des hôpitaux qui travaillent sur l'amélioration de la qualité. Et finalement, nous avons appuyé des interventions pour, une fois qu'on avait identifié les faiblesses dans le programme de qualité des soins, comment faire pour améliorer cette qualité. Alors le premier point, créer un environnement favorable, est basé sur un ensemble de composantes. Tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, l'importance du leadership. On ne peut pas avoir un programme d'accréditation qui fonctionne bien s'il n'y a pas au niveau de l'hôpital, au niveau de la formation sanitaire, un leadership qui est engagé, qui est convaincu de l'importance de ce programme-là. Et ça, on voit très bien que les hôpitaux qui donnent les meilleurs résultats en termes de qualité sont ceux où on a un directeur d'hôpital et une équipe de gestion qui est engagée et qui est convaincue. Ensuite, on a besoin des politiques et des stratégies nationales pour vraiment donner les grandes orientations du programme de qualité. On a travaillé aussi sur l'élaboration et la dissémination de la charte des droits des patients, ce qui donne aux patients une information complète sur qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir comme service et qu'est-ce qu'ils sont en droit d'exiger. Il y a évidemment le renforcement des capacités nationales, en particulier les évaluateurs, qui sont ceux qui font les visites dans les centres de santé de façon périodique pour vérifier de quelle façon les équipes des hôpitaux et des centres de santé mettent en application les standards. Et donc, ce sont des évaluateurs externes. Et puis, il y a aussi les facilitateurs qui sont des membres de l'équipe de l'hôpital et qui sont là pour appuyer le personnel de l'hôpital pour améliorer leur performance. Dernier élément important, c'est le lien entre la qualité et le financement basé sur la performance. Au Rwanda, il y a un programme de financement basé sur la performance où une équipe d'évaluateurs viennent régulièrement vérifier comment les services sont donnés et comment l'équipe de l'hôpital, du centre de santé, travaille pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, avec le programme d'accréditation, on a aussi une équipe d'évaluateurs qui viennent vérifier la façon dont l'institution se base sur les standards de qualité pour organiser ses services. Alors, on a décidé de joindre ces deux systèmes d'évaluation pour n'en faire qu'un. Et donc, on a fait l'harmonisation des outils pour l'évaluation et aussi, c'est maintenant un seul système d'évaluation qui permet à la fois de prendre les décisions pour le financement basé sur la performance et pour le programme d'accréditation. Un autre élément essentiel, ce sont les structures de gouvernance pour la qualité des soins. Et là, nous avons essentiellement deux niveaux. Au niveau central,
avec le ministère de la Santé. Il y a une unité d'accréditation et de qualité des soins qui a été mise en place au niveau du ministère. Il y a aussi un comité de pilotage qui a été créé par le ministère en collaboration avec les partenaires pour l'accréditation. Et il y a actuellement en cours la mise en place d'une agence nationale d'accréditation qui sera une instance indépendante du ministère et qui permettra de séparer les fonctions de gestion des services de santé, ce qui est fait par le ministère de la Santé, et d'évaluation de la qualité qui sera prise en charge par cette agence indépendante. Au niveau périphérique, dans toutes les formations sanitaires, depuis les hôpitaux de référence jusqu'au centre de santé, il y a des personnes qui sont responsables de la qualité. Dans les hôpitaux de référence, il y a des unités de qualité. Au niveau des hôpitaux de district, il y a des agents qui sont responsables de la qualité. Et il y a aussi dans toutes les institutions, jusque dans les centres de santé, des comités pour l'amélioration de la qualité. Un autre élément important dans le programme d'accréditation, ce sont les standards. Donc il y a 5 domaines de risques qui ont été identifiés et pour lesquels il y a une série de standards qui sont élaborés. Les 5 domaines de risque sont leadership et responsabilité, ressources humaines, environnement sûr pour le staff et pour les patients, soins cliniques pour les patients et l'amélioration de la qualité et de la sécurité. Pour vous donner un exemple de standard, on a pris le standard qui vise à la réduction des infections liées aux soins et ça fait partie du domaine de l'environnement sûr pour le staff et les patients. Et vous pouvez voir dans cette fiche que vous avez, bon, excusez, c'est en anglais, on n'a pas pu faire la traduction parce que c'était une image, mais vous pouvez voir qu'il y a les 3 niveaux d'efforts qui sont reliés à différentes étapes pour atteindre le standard pour la prévention des infections. Alors, ces 3 niveaux pour atteindre l'accréditation, on commence par le niveau 1, qui est un niveau où on définit la qualité à travers des documents de référence, comme les politiques, comme les protocoles, les procédures. Et donc, quand on fait l'évaluation de ce niveau-là, on regarde si tous ces documents de référence sont disponibles et sont présents au niveau de l'hôpital. Pour le niveau 2, on vérifie l'application de ces standards. Donc, à ce moment-là, il ne suffit pas que les documents soient présents, mais que les lignes directrices, les protocoles, soient effectivement appliqués par les équipes de soins. Et finalement, pour en arriver au niveau 3, où on va vérifier que cette application des standards sert aussi à améliorer la qualité. Donc, on va voir de quelle façon ça influence l'état de santé des patients. Tout ça pour une amélioration continue de la qualité. Alors, voici un exemple d'outil qui est utilisé par les évaluateurs quand ils font les visites d'évaluation dans les formations sanitaires. Vous pouvez voir toujours pour ce même standard de réduction des infections liées aux soins de santé, vous avez les 3 niveaux dans la colonne de gauche. Et puis, pour chaque niveau, vous avez plusieurs critères qui peuvent permettre à l'évaluateur, de façon objective, de voir à quel niveau se trouve le personnel de la formation sanitaire. Et c'est à partir de ces critères-là que l'évaluateur va déterminer le score qu'il va donner à l'institution pour chacun des standards. Pour recueillir les données, pour les analyser, les évaluateurs utilisent une tablette qui utilise un logiciel OpenODK. Et c'est pour ça que vous avez sur la droite ce petit
téléphone cellulaire qui peut servir à collecter les données et qui va permettre à l'évaluateur ensuite d'établir son score pour la formation sanitaire. Un autre exemple d'outil qu'on utilise dans l'amélioration de la qualité des données, qui est un élément important, c'est le temps d'attente des patients. Donc, combien de temps le patient passe entre le moment où il arrive à l'institution, donc quand il commence à passer par la réception, par le centre de triage, et ensuite la visite avec l'infirmière, avec le médecin, et au besoin laboratoire et pharmacie. Donc, notre projet a collaboré avec le ministère pour élaborer cet outil pour analyser le flot des patients et à partir de là, de voir combien de temps les patients passaient à chaque station de leur parcours dans l'institution. Et par la suite, cet outil peut être utilisé par les formations sanitaires pour identifier les goulots d'étranglement. À quel moment est-ce que les patients attendent le plus longtemps et de quelle façon on peut améliorer le flot pour que le temps d'attente diminue. Maintenant, voyons rapidement quelles sont les principales actions qui ont été menées par notre projet pour aider à cette amélioration de la qualité. Évidemment, l'assistance technique, c'est l'élément principal et ça part du développement du plan d'amélioration de la qualité que chaque hôpital doit développer ou chaque formation sanitaire doit développer pour guider ses efforts d'amélioration. Pour développer ce plan, on utilise souvent l'analyse des causes profondes, root cause analysis, et aussi la résolution des problèmes. Un autre élément pour l'assistance technique, c'est la standardisation des politiques et procédures, tous les éléments, tous les documents de référence qu'on utilise pour guider la qualité des soins. Et finalement, le renforcement des capacités à travers le mentorship qui part de l'équipe responsable de la qualité à l'hôpital, qui descend au niveau des équipes de soins et qui arrive à un mentorship individuel avec le personnel soignant. Une autre approche importante et très efficace est l'approche collaborative. Donc, c'est des occasions que les hôpitaux ont, ou le personnel a, de se rencontrer d'un hôpital à l'autre, d'une profession à l'autre, pour échanger de l'expérience et partager les meilleures pratiques pour améliorer leur performance d'amélioration de la qualité. Maintenant que nous avons passé en revue les principales interventions, voyons rapidement ce que ça donne en termes de résultats. Ici, nous avons un graphique qui montre la performance des hôpitaux qui font partie du programme d'accréditation pour atteindre le niveau 1. Et vous avez en bas les barres bleues qui montrent le nombre d'hôpitaux qui ont atteint le niveau 1 à chaque fois qu'on est allé faire une visite d'évaluation. Et on voit que depuis 2014 jusqu'à 2017, le nombre était relativement stable, entre 4 et 6. Mais en 2018, à notre grande joie, nous avons pu voir vraiment une grande amélioration avec 25 hôpitaux qui ont atteint le niveau 1. Donc, on sent vraiment que le programme d'accréditation, après une longue période de préparation, maintenant rentre vraiment dans la phase de réalisation. Un autre exemple de l'effet du programme, c'est la réduction des infections post-opératoires. On a pris l'exemple d'un hôpital, l'hôpital de Bushenge, et on peut voir qu'avant le début ou au début du programme, l'hôpital avait un taux d'infection post-chirurgicale qui était élevé à 8%. Et on voit que dès le début de la mise en place du programme, on a eu une chute assez rapide. Et on peut voir que de 2014 à 2016, on est passé de 8%
à 0,4%. Par la suite, on peut voir que il y a des hauts et des bas, il y a des fluctuations, mais on reste quand même à des niveaux qui sont très inférieurs à ce que c'était au départ. Alors, rapidement, quels sont les principaux défis que nous avons rencontrés au cours de notre projet? Un premier défi qui est toujours présent, c'est le roulement du personnel. Donc, on a un nombre important de médecins, d'infirmières, de personnel soignant qui changent d'endroit de pratique, qui passent d'une formation sanitaire publique à une formation privée. Et évidemment, ce roulement fait que les interventions qui sont démarrées pour l'amélioration de la qualité sont freinées par la perte de personnel qui était en charge de ces activités-là. Un autre défi important, ce sont les infrastructures qui sont souvent vieillissantes et évidemment, des infrastructures qui sont vieilles, parfois pas en très bon état, c'est des conditions qui ne permettent pas d'atteindre les standards pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Donc, c'est un grand obstacle à affronter. Les staffs des hôpitaux ont besoin de formations ciblées dans certains domaines, en particulier au niveau technique, les techniques de réanimation, et au niveau gestion, la gestion financière et aussi la planification. Et finalement, une observation qui se confirme tout le temps, c'est qu'on a besoin de temps. C'est-à-dire que tout ce processus d'accréditation, ce n'est pas quelque chose, comme vous avez pu voir, qui arrive du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps. Et prenons l'exemple de ce projet de mise en place d'une agence indépendante d'accréditation. C'est une idée qui est là depuis le début du projet, mais avec le temps, on a vu toute une série d'obstacles qui se sont présentés et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore atteint cet objectif, mais il y a quand même beaucoup d'étapes préalables qui sont en place maintenant et qui vont permettre que cette agence puisse se mettre en place très bientôt. Finalement, les leçons apprises par tout ce processus, tout d'abord, c'est ça, l'accréditation, c'est un processus et c'est quelque chose qui a des hauts et des bas, comme vous avez vu, et puis les formations sanitaires doivent passer par des étapes de maturation. Ils commencent par établir les fondements de la qualité et ensuite ils identifient les actions qu'ils peuvent poser pour améliorer leur performance. Une autre leçon apprise, c'est l'importance du leadership, comme on l'a dit déjà. Quand on a une direction motivée et engagée, on peut voir les progrès qui se font au niveau de l'accréditation. Les standards, c'est une condition incontournable pour pouvoir avoir un système qui permet de faire l'évaluation de la performance dans les hôpitaux d'une façon qui est fiable et qui est reproduisible d'un hôpital à l'autre pour avoir de l'objectivité dans les critères d'évaluation. Au début du projet, les visites d'évaluation se faisaient tous les trimestres. Et on s'est rendu compte que c'était trop rapide et finalement on a espacé aux 6 mois et maintenant une fois par année. Cette diminution de la fréquence permet aux équipes dans les hôpitaux de bien élaborer leur plan d'amélioration et d'avoir le temps de le mettre en œuvre et de voir les résultats de leurs efforts. Donc, ça ne sert à rien de faire des évaluations tous les 3 mois. Une autre leçon apprise, l'importance de cette coordination entre l'accréditation et le financement basé sur la performance. Ça a permis d'un côté de réduire les coûts en termes financiers et en termes de ressources humaines, et aussi ça permet d'apporter un élément de motivation
dans les efforts que font le personnel de la santé pour atteindre les objectifs d'accréditation. La collaboration comme stratégie importante pour améliorer la formation et l'échange d'expériences entre les hôpitaux. Et finalement, l'importance, quand on élabore des standards de qualité, de se baser sur les objectifs et les besoins du pays en santé, ce qui permet d'avoir des standards de qualité qui soient adaptés à la réalité du pays. Finalement, je veux insister sur l'importance des différents partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Il y a bien sûr le ministère de la Santé qui est le leader et l'institution qui guide et qui coordonne tous ces efforts pour l'amélioration de la qualité. Il y a bien sûr USAID qui est notre bailleur de fonds et qui nous a toujours supportés et nous a guidés aussi dans nos efforts pour l'amélioration de la qualité. Il y a Enabel, qui est la coopération technique belge, qui travaille étroitement avec nous et qui appuie les efforts pour l'amélioration de la qualité. Et puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand nous avons élaboré les standards de qualité, nous avons travaillé avec Joint Commission International, JCI, qui nous a aidés à élaborer des standards de qualité adaptés au Rwanda à partir des standards internationaux. Et maintenant, je vais repasser la parole à Randy pour la conclusion. Merci beaucoup, Pierre, pour une très bonne présentation. Je voudrais juste conclure avec quelques mots pour renforcer les liens que nous voyons entre la qualité et la couverture en soins de santé universels. À travers notre programme national d'accréditation au Rwanda, nous avons vu que le gouvernement peut bien gérer les services de santé bien alignés avec avec des normes et standards quantifiables qui permettent au ministère d'assurer que la qualité des soins, l'expérience du client et le paquet de services est conforme aux besoins de la population et que c'est le client et la population qui restent au centre de notre parcours pour atteindre les soins de santé universels. Je peux peut-être citer quelques exemples de cette intersection. D'abord, en ce qui concerne la couverture de la population. Il ne suffit pas d'avoir ou ouvrir des postes de santé ou des centres de santé partout. Comme on dit en anglais, la population vote avec ses pieds. Un centre de santé qui fournit une mauvaise qualité de service est souvent vide, bien que la population a besoin d'aide. En ce qui concerne la protection financière, c'est pareil. Ici au Rwanda, on a vraiment l'avantage d'avoir une mutuelle de santé qui couvre actuellement au-delà de 80% de la population, y compris les indigents. Mais ce programme n'aura pas d'impact sur l'état de santé si la population ne fréquente pas les formations sanitaires à cause des lacunes de qualité. Ensuite, en ce qui concerne les services offerts, l'exercice de bien définir les paquets de services qui conforment vraiment aux besoins de la population à chaque niveau, l'exercice que ce projet a guidé avec le ministère de la Santé pour non seulement le niveau des hôpitaux, mais les centres de santé, les privés et aussi la communauté. Ce processus est très important parce que ça nous permet ensuite de renforcer l'application de ces différents paquets de services au niveau de la communauté à travers l'accréditation, la certification et, dans le cas du secteur privé, les licences
et le renouvellement des licences pour les dispensaires privés. Maintenant, je voudrais ouvrir la séance à vos questions. On a beaucoup de questions qui sont arrivées, qui ont été posées par le groupe. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, mais je vais ouvrir un peu le micro pour notre équipe. Je voudrais présenter Madame Laetitia Cancana, qui est une de nos facilitateurs, la plus expérimentée, qui a travaillé avec le projet dès le départ, et elle va aider Pierre à répondre à ces questions. Ça vient aussi de Gisèle au sujet des tablettes utilisées, qui les a payées? Donc, peut-être moi, je peux répondre à ça parce que je faisais partie de l'équipe qui a développé cet aspect. Il y avait un premier lot pour le groupe initial des évaluateurs d'une vingtaine de tablettes qui étaient payées par le projet. Ensuite, on a eu quand même des défis pour les récupérer parce que les différents évaluateurs l'utilisaient pour d'autres fins aussi. Et c'était pas un équipement cher, donc c'était une sorte d'incentive aussi pour eux. Ensuite, on a découvert que presque tous les enquêteurs ont déjà un smartphone. Et en général, ce sont des smartphones Android, Samsung, etc. Donc, cette application, ça fonctionne parfaitement sur leur téléphone personnel. Et ça, c'est l'approche qu'on poursuit pour l'instant. On va sauter un peu. Il y a une autre question ici qui parle du fait qu'il y a les différentes, les hôpitaux publics et privés ayant un plateau technique différent. Comment les standards ont-ils été utilisés pour les deux types d'hôpitaux? Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire pour adapter les standards pour le privé? Merci, bonjour. Pour pouvoir adapter les standards, c'est-à-dire que d'abord les paquets minimums de santé ont été élaborés pour aussi bien les institutions privées que les institutions publiques. Et ces paquets ont été élaborés avec la participation des concernés. Et les standards s'appliquent exactement dans les deux différentes institutions parce qu'ils traitent des mêmes ouais. Oui, si certains services ne sont pas offerts, ces standards ne sont pas appliqués, mais dans la plupart des cas, les services sont pratiquement les mêmes, hormis peut-être la vaccination qui n'est pas toujours offerte dans les institutions privées, sinon il n'y a aucun problème. Oui, ce que je peux peut-être ajouter par rapport à ça, c'est que pour le moment, le programme vise les hôpitaux publics. Pour les hôpitaux privés, les standards sont prêts, donc c'est prêt à être mis en œuvre, mais la première visite de base sera faite au cours de la prochaine année. Voilà. Il y a une autre question pratique qui ouvre un peu sur le processus d'évaluation dans un hôpital. Donc, je voudrais demander à Laetitia de répondre à deux éléments. D'abord, est-ce que vous pouvez juste décrire rapidement le processus de conduire une évaluation dans un hôpital, quelles sont les étapes, quel est le personnel concerné, etc. Et ensuite, je peux peut-être répondre au préalable. Le projet, la question était viser la question qui organise le transport, le déplacement des équipes. Pour l'instant,
le projet que nous avons ici a un pool de voitures et on arrive à organiser des déplacements des équipes. Mais ça dépend un peu de qui finance les enquêtes. Il y a aussi Enabel qui finance une partie, et puis il y a le ministère de la Santé qui finance une autre partie des équipes. Alors, eux ont leurs propres moyens également pour assurer le déplacement de leurs équipes. Mais Laetitia, si vous pouvez nous décrire un peu ce que vous avez vu comme processus habituel pour les évaluations. Merci. Le processus d'évaluation, c'est une étape successive. D'abord, il y a 3 personnes qui sont désignées. Une personne qui va évaluer le risque du domaine 1, les risques du domaine 2. Une autre personne va évaluer les risques du domaine 3 et le risque du domaine 5. Et une autre personne va évaluer le domaine 4, qui est du domaine de clinique. L'évaluation dure 4 jours. Nous servons d'un outil, de l'outil d'évaluation. D'abord, la première journée est consacrée à la revue de tous les documents, vérifier si les politiques, les procédures, les protocoles sont en place. Ensuite, nous commençons la visite des lieux. Cette visite des lieux va concerner à voir si effectivement observer si ces politiques, protocoles sont accessibles au personnel. On va faire des interviews du staff pour voir s'ils connaissent ces politiques, ces procédures et ces protocoles. On va visiter tous les lieux en fonction de l'outil d'évaluation. Ensuite, il y aura aussi l'interview des comités. Chaque comité, il y a 7 comités, sera interviewé pour voir effectivement où ils en sont et aussi pour compléter certaines données recueillies. Après les interviews, nous procédons à un feedback. Donc, nous ne donnons pas les résultats en termes de score, mais ce que nous avons observé, les données recueillies sur le terrain. Et finalement, le dernier jour est consacré à finaliser le rapport, à écrire un rapport avec des résultats, des scores, avec des scores que nous remettons au ministère de la Santé. Et c'est ce ministère de la Santé qui va communiquer officiellement les résultats aux différentes institutions. Ce que je dois ajouter aussi, c'est qu'après chaque journée d'évaluation, les évaluateurs font une sorte de réunion pour échanger les données recueillies, ce qu'ils ont pu observer, les résultats des interviews, et avoir un consensus sur le score. Il n'y a aucun score qui est délivré par un seul évaluateur. Ils en discutent entre eux et se convainquent de donner ce score-là. Je crois que, bon, je dis brièvement. OK. Il y a une autre question ici qui concerne le processus de définition de paquets de soins et de services par niveau. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à comprendre comment ce processus était organisé, qu'est-ce qui faisait le projet, qui étaient les parties prenantes à cet exercice et peut-être par quelle étape on a commencé, par quel niveau? Oui, le processus d'élaboration du paquet minimum des soins a été conduit par le ministère de la Santé avec la participation des partenaires, mais essentiellement aussi les participants étaient composés de différentes organisations professionnelles, l'ordre des médecins, des membres de l'ordre des médecins, de l'ordre des infirmières, de l'ordre des paramédicaux. Il y a eu aussi les membres des associations pédiatriques, par exemple. Il y avait d'autres composantes aussi de l'administration.
les participants se sont mis ensemble et ont été séparés en différents groupes selon les spécialités. Si c'est par exemple les chirurgiens, ils étaient dans un groupe pour pouvoir élaborer le paquet minimum. D'abord, on recense toutes les activités qui sont faites à tel niveau. Si c'est au niveau de district, on va répertorier toutes les activités, les soins, les procédures qui sont opérées au niveau du district. On va identifier le matériel dont on aura besoin. On va identifier le personnel dont on aura besoin aussi. C'est comme ça que pour chaque niveau des institutions, on a pu faire identifier les différents paquets, aussi bien pour le public que pour le privé. Et cela a été fait pour les hôpitaux de district et les hôpitaux provinciaux de référence jusqu'au centre de santé. Voilà. Oui, et juste pour compléter, ce que Laetitia vient de signaler, c'est que tous ces standards sont basés sur le paquet qui a été développé ensemble. Donc, c'est une étape. La première étape, c'était de définir le paquet, quels étaient les services. Dans certains pays, on appelle ça le paquet minimum de services, par exemple. Donc, c'est à travers cette première étape qu'on arrive ensuite de rassembler les experts dans ce domaine et on élabore les standards pour chaque activité et chaque service qui est dans le paquet minimum. Au-delà des paquets de services et des standards qu'on a développés pour les hôpitaux, on a dû faire adapter ces standards pour un nouveau niveau d'hôpital qu'on appelle hôpital provincial et hôpital de référence qui est un peu décentralisé. Récemment, on a aussi adapté ces standards pour un centre de santé médicalisé. C'est un centre de santé qui a un médecin qui peut faire face à certaines urgences. Donc, on a essayé d'aider le ministère à adapter les standards pour tous ces différents paquets de services. L'autre niveau qui devient de plus en plus intéressant, c'est le niveau des centres de santé. Pour le moment, l'accréditation et les évaluations se limitent au niveau des hôpitaux. Mais le projet a déjà travaillé avec le ministère et d'autres partenaires pour élaborer les standards pour les soins de santé puis primaires, donc les centres de santé, postes de santé au niveau public et pour les dispensaires au niveau du secteur privé. On a une autre demande qu'on n'a pas encore pu combler, de faire un exercice pareil pour les agents de santé communautaire. Ce n'est pas question de faire une vraie évaluation, accréditation classique, mais c'est de mettre en place un système de certification de ces agents de santé communautaire, car ils sont de plus en plus médicalisés dans les services qu'ils offrent à la population. Donc, je crois que notre temps n'est pas notre ami ici. On est arrivé à la fin de notre heure. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous demande pardon pour nos petits problèmes techniques à travers le webinaire. Les contacts de Joy Atwine, qui est responsable de cet élément de notre projet, ou Pierre Dongier, qui a présenté. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour recevoir automatiquement des invitations pour des futurs webinaires. Donc, l'adresse de notre site, c'est www.msh.org. Merci beaucoup et bon après-midi ou bon matin selon votre position
sur ce monde. Bye.